L'université est une période pendant laquelle une personne devient plus indépendante et se fait de nouvelles connaissances et amis. Beaucoup de gens trouvent l'amour de leur vie durant cette période. Malheureusement, certains ne sont pas destinés à survivre à cette étape de la vie. C'est par exemple le cas d'Andrea Delvecchio, dont la vie a été tragiquement interrompue au début de sa dernière année d'études à l'Université de Californie à Los Angeles. L'héroïne de l'histoire d'aujourd'hui est née à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, en 1994. Pour ses parents, Arthur et Leslie, la fille est devenue l'enfant du milieu. Au moment de sa naissance, son frère aîné James avait 2 ans et sa sœur cadette, Alexis, est arrivée 4 ans après la naissance d'Andrea. C'était une famille heureuse et aimante qui a déménagé plusieurs fois et a finalement décidé de s'installer à Austin, au Texas. La mère d'Andrea a étudié la finance et le marketing à la Southern Methodist University. Elle a ensuite obtenu un emploi chez American Airlines, puis a travaillé comme responsable de compte au sein du département des prêts hypothécaires immobiliers de la Citibank. Une fois la famille a grandi, la femme a quitté son travail pour devenir femme au foyer. Le père d'Andrea, nommé Arthur, gérait les biens de la famille. Il était propriétaire d'une société holding d'investissement. Grâce à ses activités, la famille était assez riche et pouvait se permettre une vie confortable. Cependant, l'homme n'a rien reçu pour rien, tous ses succès sont le résultat de son travail colossal. La fortune de la famille a permis d'envoyer tous les enfants à l'université avant cela. Ils étaient scolarisés dans une école privée dans le cadre d'un programme académique complexe dispensé par les meilleurs professeurs de l'État. Dès leur plus jeune âge, les enfants ont élargi leurs horizons, s'adonnant à tout, du sport à la religion. Cela a permis d'inculquer de hautes valeurs morales aux adolescents. Andrea a bien étudié, fait du sport et s'est développée de manière globale. La jeune fille aimait aller dans les musées et en apprendre davantage sur l'art, tout en étant gentille et sympathique, s'impliquant parfois même trop littéralement dans les problèmes de son environnement immédiat. Un lien particulièrement étroit s'est noué avec sa mère, qui faisait tout pour assurer le confort du foyer. La jeune fille et sa famille ont beaucoup voyagé dès son plus jeune âge, ce qui a élargi ses horizons et lui a permis de rencontrer de nouvelles personnes et cultures. En grandissant, Andrea est devenue la véritable fierté et l'espoir de ses parents, sa sœur cadette l'admirait et même son frère parlait d'elle avec fierté. En 2012, après avoir obtenu son diplôme, elle a postulé simultanément dans plusieurs établissements d'enseignement. Les parents de la jeune fille espéraient qu'elle entrerait à l'université de Chicago, où son frère aîné étudiait déjà, et Andrea lui a vraiment donné la préférence pendant un certain temps. Cependant, la jeune fille a décidé de ne pas se précipiter dans le choix d'un établissement d'enseignement et a attendu que toutes les candidatures approuvées lui parviennent. Après cela, elle a choisi parmi la liste le département de psychologie de l'Université de Californie à Los Angeles. Cette université a été classée parmi les meilleures d'Amérique en 2022. L'établissement d'enseignement a toujours été très bien noté et considéré comme prestigieux. Des enseignants hautement qualifiés y travaillent et il existe une base scientifique et technique puissante. Cela a dissipé tous les doutes des proches de la jeune fille. Cependant, étudier dans cet établissement d'enseignement nécessitait de déménager dans la ville des rêves, Los Angeles. Les parents étaient heureux que leur fille ait choisi cette direction et soutiennent son choix, mais ils s'inquiétaient du fait que leur fille serait si loin sans eux, toute seule, que son frère ne pourrait plus s'occuper d'elle. Avec le soutien de sa famille, elle se lance dans une nouvelle vie. À son arrivée, Andrea a dû choisir l'un des clubs qu'elle allait rejoindre. Nous parlons de fraternité et de sororité, dont l'adhésion permet de nouer des amitiés pendant de nombreuses années, ainsi que de recevoir le soutien d'étudiants plus expérimentés. Pour devenir membre à part entière d'une telle organisation, vous devez généralement passer une vérification et apporter une petite contribution. Comme vous le savez, la communauté étudiante est très soudée. Il y a des zones entières sur le campus où se déroulent de grandes fêtes, couvrant plusieurs maisons. De nombreux étudiants ici vivent si ouvertement qu'ils ne verrouillent littéralement pas les portes de leur maison pour pouvoir se rencontrer librement. C'est assez sûr ici, mais même dans de tels endroits, divers incidents se produisent parfois. Beaucoup d'entre vous se souviennent peut-être de l'histoire du meurtre de 4 étudiants survenu récemment dans la ville universitaire de Moscou, dans l'Idaho. Andrea a volontiers participé à l'une de ces communautés. Elle avait un sens de l'humour incroyable, une belle apparence et aussi bien s'habillait. Le sens impeccable du style de la jeune fille lui a permis de devenir populaire. De plus, elle a elle-même cousu diverses tenues extravagantes, qui ont émerveillé le public à maintes reprises. Andrea s'est imaginé des images lumineuses inhabituelles,
chacune d'elles faisant invariablement d'elle la reine de toute fête où toute l'attention lui était accordée. Cependant, elle ne s'est pas seulement amusée, la jeune fille a bien étudié et, après avoir terminé sa première année, elle a trouvé un emploi. L'étudiante est devenue parajuriste dans un cabinet d'avocats à Brentwood, où elle a travaillé dans le domaine administratif. Mais ce travail ne lui convenait pas en raison de son emploi du temps chargé. Elle a donc dû trouver un nouvel emploi à temps partiel. Plus tard, elle a changé plusieurs autres emplois qui lui conviendraient afin de combiner ses études. Cela lui a permis d'avoir son propre argent de poche et de ne pas dépendre de ses parents. La vie étudiante s'est poursuivie jusqu'en 2015, date à laquelle Andrea a obtenu son diplôme. L'héroïne de l'histoire rêvait de voyager après avoir fait ses études, il lui restait très peu de choses à faire, pour terminer sa dernière année. Pendant cette période, elle vivait dans l'un des dortoirs du campus, situé à seulement 5 minutes du bâtiment principal de l'établissement d'enseignement. C'était tout simplement l'endroit idéal pour que les étudiants organisent régulièrement des soirées de sororité et universitaires. Ici, Andrea vivait non seulement avec ses amis de la sororité, mais aussi avec un petit chien qu'elle avait sauvé d'un refuge. Elle aimait beaucoup son petit animal de compagnie, elle a même créé pour elle une page séparée sur les réseaux sociaux, où elle a posté de jolies photos du chien. Un jour, l'animal de compagnie de la jeune fille a disparu, ce qui a grandement bouleversé le propriétaire. Andrea ne trouvait pas de place pour elle-même et cherchait désespérément un animal de compagnie. Heureusement, le chien a été retrouvé 5 jours plus tard. En septembre, la jeune fille se préparait à entamer la dernière étape de ses études à l'université. La rentrée des cours était prévue le 24 septembre, le semestre d'automne a officiellement débuté le 21. Le 19, la jeune fille a publié un message sur sa page de réseau social, où elle a publié l'un de ses clips préférés. À ce moment-là, elle comprit à peine qu'elle faisait la dernière publication de sa vie. Littéralement le lendemain, le 20 septembre 2015, le dernier week-end avant le début de l'entraînement. Des filles de la communauté s'amusaient sur les balcons du complexe d'appartements. Avec son amie Jessica, André a travaillé sur l'organisation de la sororité jusqu'à 3 heures du matin, puis Jessica est allée dans sa chambre vers 15h30 et s'est couchée. Andrea s'est installée dans le salon sur le canapé. Cependant, cette nuit-là, elle ne parvint pas à dormir. Quelques heures plus tard, une autre voisine, Samantha, a couru vers sa porte en criant à propos d'un incendie. La porte d'Andrea était fermée, ce qui n'était pas typique de la jeune fille. Elle laissait toujours sa chambre librement accessible au reste de ses amis, c'était la norme dans la fraternité. Samantha n'a pas pu ouvrir la porte et a appelé d'autres filles. Tous ensemble, ils ouvrirent à peine la porte, mais toute la pièce était engloutie par la fumée et le feu, et ils ne purent donc pas y entrer. Ils virent André allongé immobile sur le lit, ils ne purent l'atteindre. Il était très dangereux d'y rester, alors les étudiants ont décidé d'évacuer le bâtiment. Toutes les filles sont sorties. Ils ont appelé le 911 et ont signalé l'incendie. Les amis se tenaient sur le trottoir et attendaient de l'aide. Lorsque les camions de pompiers sont arrivés sur les lieux à 7h10, les pompiers ont réagi rapidement et ont maîtrisé l'incendie en montant des lances à incendie jusqu'au 2e étage. Il y a eu un très fort incendie dans la chambre d'Andrea, qui s'est déclaré en seulement 15 minutes. Cependant, avant cela, le feu brûlait beaucoup plus longtemps jusqu'à ce qu'il gagne en puissance. En conséquence, seuls 32 pompiers ont pu y faire face et ont travaillé rapidement. Après cet événement, l'information a commencé à se répandre parmi les étudiants selon laquelle Andrea était décédée parce qu'elle n'avait jamais quitté le bâtiment en feu et que personne ne l'avait vue. Les pompiers qui ont finalement pu pénétrer dans le bâtiment ont pu retrouver des restes humains sur son lit. En enquêtant sur les circonstances de l'incident, ils sont arrivés à la conclusion que le feu avait commencé à se propager depuis la chambre de la jeune fille. Le corps était gravement brûlé, mais il était impossible de l'identifier pour dire avec certitude que c'était Andrea qui était décédée. Directement sur place, les policiers n'ont pas pu identifier la défunte, son visage était méconnaissable et défiguré par le feu. Tout ce qui était clair, c'était qu'il s'agissait d'un corps féminin. La police n'a même pas eu l'occasion de prendre les empreintes digitales car les mains étaient trop gravement brûlées. Étonnamment, le petit chien de la jeune fille était vivant à cette époque. Lorsque les pompiers ont maîtrisé les flammes, l'animal brûlé, qui tenait à peine à la vie, gisait aux pieds de son propriétaire. Cependant, plus tard, il a été décidé d'euthanasier le chien pour mettre fin à ses souffrances. Tous les étudiants du dortoir ont été transférés dans d'autres maisons. Pendant ce temps,
les réparations ont commencé dans le bâtiment incendié. Les filles avaient peur, alors l'université a renforcé la sécurité du campus. Tous les étudiants étaient déjà sûrs que c'était Andrea qui était morte dans l'incendie, tous les autres ont été retrouvés lors de l'appel, donc personne n'avait de doute sur l'identité du défunt. Les colocataires ont également affirmé avoir vu Andrea allongée sur le lit dans la chambre en proie aux flammes et ne pas comprendre pourquoi elle ne s'était pas levée et ne s'était pas éloignée du feu, et avaient trouvé cela étrange. Peut-être qu'à ce moment-là, elle a perdu connaissance, étouffée par le monoxyde de carbone, ou qu'elle était même déjà morte. À cette époque, les parents de la jeune fille revenaient à Austin après un long voyage. Ils n'avaient aucune idée de ce qui était arrivé à leur fille en leur absence, mais ils commençaient déjà à s'inquiéter puisqu'elle n'avait pas été en contact. Il n'a pas été possible de joindre Andrea, alors la mère a contacté un de ses voisins. À ce moment-là, la femme a appris l'existence de l'incendie et qu'Andrea aurait pu en devenir la victime. Cependant, la police de l'époque ne pouvait pas encore confirmer l'identité du corps retrouvé et elle était considérée comme une gêne d'eau. Priant pour le salut de leur fille, toute la famille a fait ses valises et s'est dirigée vers Los Angeles. Néanmoins, les forces de l'ordre se sont saisies de l'affaire pour vérifier toutes les circonstances. La police a découvert que Jessica, la voisine d'Andrea, était la dernière personne à communiquer avec elle peu avant le drame. Les enquêteurs ont décidé de parler aux voisins pour connaître toutes les informations sur leur dernière conversation. Peut-être que Jessica a vu quelque chose. Les détectives lui ont parlé pour savoir comment l'incendie avait pu se déclencher, mais le voisin n'a pas répondu à leurs attentes. Elle a immédiatement déclaré qu'elle n'avait rien vu et qu'elle ne savait pas comment tout avait commencé, son témoignage était donc inutile. Des amis de la sororité qui ont également parlé avec les enquêteurs pensaient qu'Andrea s'était peut-être endormi avec la bougie parfumée allumée et qu'il s'agissait d'un accident. Aucun d'entre eux ne croyait que quelqu'un aurait pu allumer le feu intentionnellement, car Andrea n'avait ni ennemi ni méchant. Pour confirmer cette version, il a fallu procéder à une analyse approfondie de la scène. Tout d'abord, nous avons vérifié l'absence de court-circuit dans les appareils électriques et les prises. Cependant, tout était en ordre, aucune bougie n'a pu être trouvée. La seule chose qui avait l'air étrange était la poubelle située à la tête du lit. Il a semblé aux pompiers expérimentés que c'était là que l'incendie s'était déclaré suspect après avoir interrogé des amis de la sororité. Il s'est avéré que la jeune fille n'avait jamais dormi à côté d'une poubelle. Il se tenait toujours à l'autre bout de sa chambre et ne pouvait pas bouger. Cependant, il était impossible d'identifier le contenu du seau sans une analyse chimique minutieuse, car tout était complètement détruit. Des experts légistes spécialisés dans les incendies criminels ont été appelés sur les lieux. 2 heures après avoir éteint l'incendie, la police était déjà sûre qu'il ne s'agissait pas d'un accident. L'élément clé était une poubelle en métal dans laquelle, par exemple, on pouvait verser un liquide inflammable et y mettre le feu. Elle a commencé à brûler au niveau de la tête du lit de la jeune fille, puis la flamme s'est propagée au plafond et au mur. Les experts légistes ont confirmé leurs hypothèses lorsqu'il est devenu évident qu'il s'agissait d'un incendie criminel délibéré. L'enquête est devenue plus intense. Sur les lieux du crime, les médecins légistes ont découvert de nombreuses traces de sang. Les éclaboussures étaient sur et autour du lit, la plupart des taches ont survécu à l'incendie. Considérant que les voisins ont appelé la jeune fille lorsqu'ils ont ouvert sa chambre au début de l'incendie, les enquêteurs ont été alarmés par le fait qu'elle n'a pas répondu et est restée immobile. Ils pensaient qu'elle était déjà morte, puis le criminel a mis le feu à la scène du crime pour cacher toutes les preuves. À cette époque, la police avait déjà reconstitué la chronologie approximative des événements de la soirée fatidique. Ils ont interrogé de nombreux étudiants, principalement les voisins de la femme disparue. Selon eux, un groupe de jeunes filles discutait sur le balcon avant d'entrer dans l'immeuble. La dernière fois qu'Andrea a été vue vivante, c'était à 5h50, lorsque sa colocataire Samantha se préparait pour travailler sur le campus et a remarqué son amie profondément endormie sur le canapé du salon. Elle est ensuite partie travailler et est revenue vers 18h30, mais Andrea n'était plus sur le canapé. Elle a déménagé dans sa chambre, cependant, cette fois la porte de sa chambre était fermée, ce qui était atypique pour une fille. Son amie a semblé étrange pourquoi elle est entrée soudainement dans sa chambre, même si elle a vu qu'Andrea dormait profondément et elle a également fermé la porte. Alors Samantha l'a remarqué, puis elle a remarqué le feu. En communiquant avec d'autres étudiants qui vivaient dans le dortoir, la police a reçu son premier indice important. La jeune fille, prénommée Sarah,
est rentré dans sa chambre vers 5h30 du matin après avoir accompagné son petit ami à l'aéroport. Son appartement était situé juste au-dessus de la chambre d'Andrea. Il faisait encore nuit à ce moment-là, mais lorsqu'elle essaya d'ouvrir la porte d'entrée, elle remarqua la silhouette d'un homme. C'était un bâtiment pour femmes, même s'il y avait des hommes ici de temps en temps pour rendre visite à leurs copines, donc la présence de l'homme ne la surprenait pas. Mais il était alarmant que l'étranger s'enfuit immédiatement dès que la jeune fille se retournait, comme s'il se cachait d'elle. Tout cela lui faisait peur et la troublait. Selon la description du témoin, l'inconnu portait une casquette de baseball noire, un t-shirt noir et blanc et un jean foncé. La jeune fille avait tellement peur qu'elle a couru dans sa chambre et s'y est enfermée. Dès qu'elle est entrée, elle a immédiatement écrit à son petit ami pour lui dire qu'elle avait vu un type suspect. Cependant, Sarah ne savait pas s'il était dangereux ou si elle devait appeler la police. De plus, le petit ami l'a calmée en lui disant que c'était probablement le petit ami de quelqu'un et que tout allait bien, alors l'étudiante a décidé de ne pas paniquer. Sarah s'est couchée, mais vers 6h15, elle s'est réveillée au son d'une femme qui criait et aux aboiements bruyants d'un chien qui devenait littéralement fou. Ces sons provenaient de la pièce du dessous où vivait Andrea. Cela lui faisait très peur, malgré le fait que le chien n'avait jamais aboyé auparavant et s'était toujours comporté calmement. Elle a compris que quelque chose de grave se passait en bas. La jeune fille a essayé de contacter Andrea, qui vivait là-bas, et de découvrir ce qui s'était passé. Cependant, son amie n'a pas pu la joindre, alors elle a appelé le service d'urgence 911, mais il se méfiait de ses paroles. Car c'est une ville universitaire, il y a souvent des fêtes, des divertissements, de l'alcool, des bruits forts, rien de criminel ne s'y est produit. Néanmoins, une voiture de patrouille a été envoyée à l'adresse. La police est arrivée à l'auberge pour un contrôle vers 6h23, mais est repartie quelques minutes plus tard sans même dire à Sarah ce qui s'était passé. Ils n'ont tout simplement rien vu de suspect, il n'y avait pas de gars, le chien n'aboyait plus et aucun cri n'était entendu non plus. Ils ont seulement allumé des lampes de poche depuis la rue dans la chambre d'Andrea, sans vraiment regarder ni vérifier quoi que ce soit. La police a décidé que quelqu'un en avait trop bu, s'était disputé et que le chien aurait pu se comporter de manière agressive à cause de cela. Pendant ce temps, Sarah regardait par la fenêtre. Elle a appelé plusieurs fois son voisin du dessous et a essayé de le joindre, mais en vain. Sarah a également essayé d'appeler les autres filles vivant dans cette maison, mais apparemment tout le monde dormait et personne n'a répondu au téléphone. Peu de temps après le départ de la police, elle a entendu une détonation vers 6h45. La jeune fille courut sur le balcon et baissa les yeux, une épaisse fumée s'en échappait. La jeune fille a également remarqué comment le même inconnu en t-shirt noir et blanc, qu'elle avait rencontré auparavant dans les escaliers, avait sauté du balcon de son voisin du dessous. Elle ne pouvait pas y croire de ses yeux, et cela lui faisait très peur. Sarah avait peur que le gars ait fait quelque chose à Andrea. Elle a attrapé le téléphone, a commencé à appeler le 911, expliquant la situation, et est descendue, où d'autres étudiants s'étaient déjà rassemblés près de la chambre d'Andrea et essayaient d'ouvrir la porte. Sarah n'a pas attendu là-bas et est sortie dehors pour tenter de retrouver l'intrus. Elle l'a vu et a poursuivi le gars, le poursuivant littéralement dans la rue, mais il a réussi à s'échapper et est monté dans une voiture Nissan rouge, qu'il a conduite. Sarah se souvient d'un autre détail important. Sur la vitre arrière, il y avait un autocollant d'une des fraternités de l'université. Pendant ce temps, des amis de la fraternité ont ouvert la porte de la chambre d'Andrea. Les filles ont essayé de lui crier, mais elle n'a pas réagi. Les étudiants étaient prêts à jurer l'avoir vue allongée, immobile, sur le lit, dans la pièce en proie aux flammes. Certaines filles ont également remarqué qu'il y avait du sang sur son cou, sa poitrine et son épaule. Puis, désespérés, les amis ont couru hors de la maison en feu et ont vu une Nissan rouge s'éloigner, et Sarah la poursuivait et racontait tout au téléphone au répartiteur du 911. Cependant, aucun des voisins d'Andrea ne savait qui pouvait le souhaiter. Faire du mal à leur ami, tout le monde l'aimait. Au moment de sa mort, elle n'avait de relation amoureuse avec aucun homme. Les détectives ont commencé à réfléchir à la théorie du vol. Toutefois, rien n'a été volé dans la chambre du défunt. Ils ont également exploré la possibilité qu'Andrea ait pu rencontrer quelqu'un sur Tinder, et le rendez-vous s'est mal passé, l'homme offensé aurait pu lui en vouloir et la tuer, mais cela n'a pas non plus été confirmé. Il n'y avait aucun indice. La chose la plus effrayante pour tout le monde était de supposer que c'était l'œuvre d'un psychopathe au hasard qui se promenait maintenant sur le campus.
La police a examiné les images des caméras de sécurité du campus, mais cela n'a servi à rien, la qualité de l'enregistrement était mauvaise, et à partir de là, ils n'ont pu voir que comment ils ont fouillé toutes les rues voisines du quartier pour trouver une voiture Nissan rouge avec une fraternité. Autocollant vu près de la scène du crime. La police a interrogé tous les étudiants, en particulier les fraternités et tous les autres résidents des maisons voisines. Les policiers ont ensuite été approchés par deux garçons nommés Nicolas et Moé. Ils ont signalé le vol, les gars ont déclaré que leur ordinateur portable et leur haut-parleur avaient été volés, et l'un d'entre eux a également affirmé que ses clés d'une voiture Nissan rouge avaient disparu. Curieusement, tout cela s'est produit le soir de la mort de la jeune fille. De plus, l'appartement cambriolé se trouvait littéralement en face de la salle du campus qui a été incendiée. La conclusion officielle selon laquelle les restes calcinés appartenaient à Andrea Delvestco, 21 ans, est apparue quelques jours seulement après l'incendie. Cela a été fait à partir des dossiers dentaires demandés à la famille Delvestka. Le 22 septembre, une autopsie a été pratiquée sur le corps du défunt. Les experts légistes ont découvert qu'au moment de son décès, la jeune fille ne portait qu'un haut de sport, pas même de sous-vêtements. Par conséquent, les experts ont commencé à soupçonner un viol, mais cette information n'a pu être ni confirmée ni infirmée en raison du mauvais état du corps. La plupart des cheveux étaient brûlés, mais il y avait du sang sur les autres. La majeure partie se trouvait à l'arrière de la tête. Environ 90% du corps a été brûlé. Les experts médico-légaux ont découvert plusieurs coups de couteau, principalement à la tête et au cou, qui ont été mortels. 5 blessures ont été identifiées sur le côté droit du cou et 2 autres sur le côté gauche. Au total, 19 coups de couteau ont été retrouvés sur le corps du défunt. L'un d'eux a percé l'artère carotide, ce qui a entraîné une mort rapide par perte de sang. La deuxième blessure, qui aurait pu être mortelle, a également percé l'artère carotide, mais à gauche. La confirmation que la jeune fille est décédée des suites de blessures au couteau et le fait qu'aucune suie ni monoxyde de carbone n'ont été trouvés dans son corps. Soit elle était déjà décédée lorsque l'incendie s'est déclaré, soit cela s'est produit presque immédiatement après l'incendie. De toute évidence, l'incendie n'était pas la cause de sa mort, mais un moyen de cacher les traces du crime. À cette époque, l'enquête avait déjà été requalifiée en affaire de meurtre. Un sentiment de peur et de choc s'est répandu sur le campus le jour où le rapport du médecin légiste officiel a été publié. La police a pu localiser l'ordinateur portable et les haut-parleurs volés, qui ont été signalés comme volés par d'autres étudiants. Étonnamment, ils ont été ouvertement utilisés par un homme nommé Joseph qui vivait à Fresno, en Californie. Cet endroit se trouvait à plus de 3 heures de la scène du crime. Les forces de l'ordre se sont immédiatement rendues à l'adresse. Il s'est avéré que 2 Joseph vivaient simultanément sur place, nommés Macaria et Garcia, et le second avait l'air très nerveux et éveillait donc les soupçons. Le gars a dit qu'il avait emprunté les haut-parleurs à ses colocataires et qu'il n'avait rien fait d'illégal. La situation est devenue de plus en plus confuse à mesure que les objets volés changeaient de main. Tout cela a conduit la police à Albert Medina, un étudiant de 22 ans qui a prêté les objets à Joseph. Albert lui a dit que ses amis déménageaient, alors ils lui ont donné ces objets en lieu sûr. Cependant, Albert lui-même a disparu et il n'a pas été possible de l'interroger. Cela pourrait être suspect. Cependant, Albert n'avait pas de casier judiciaire, il était un étudiant ordinaire, étudiant la sociologie et la psychologie à l'université. Ses amis l'ont décrit comme un type bien. La police a commencé les recherches le lendemain, le 24 septembre, mais n'a pu retrouver le criminel probable que le 26. Il a été arrêté et immédiatement conduit au commissariat pour interrogatoire. Albert a commencé à être confus dans son témoignage. Selon le gars, le 18 septembre, il est parti pour l'Université de Californie, où il était en vacances avec son ami Eric Marquet. Ils se sont bien amusés tout le week-end et sont allés voir un concert de Chris Brown. À un moment donné, les gars sont allés à une fête avec des amis dont l'ordinateur portable et les haut-parleurs ont disparu. En conséquence, sous la pression des enquêteurs, l'étudiant a admis que c'était lui qui avait volé des choses à ses simples connaissances, car il était très ivre et ne se rendait pas compte de ses actes. Ils ne sont rentrés à la maison que vers 17h30. La police a constaté qu'à ce moment-là, l'incendie n'avait pas encore commencé. Mais lorsque les enquêteurs lui ont demandé si le type avait vu un inconnu suspect, Albert a répondu quelque chose d'inattendu. Selon lui, alors qu'ils rentraient chez eux avec les gadgets volés, ils ont été attaqués par un inconnu armé d'une arme à feu.
Mais les gars se sont enfuis, alors le criminel les a ratés, leur a tiré dessus et ils ont réussi à s'échapper. Selon la description d'Albert, l'agresseur portait un jean foncé et un t-shirt noir et blanc. La description de l'intrus était très similaire à celle dont parlait Sarah, mais les détectives doutaient de la fiabilité de son témoignage. Au cours de l'interrogatoire, Albert s'est également rappelé de manière inattendue que son ami Eric était allé rendre visite à une belle fille blonde qu'il avait rencontrée littéralement le même week-end lors d'une fête, et qu'il était fou d'elle. Sa description et même son nom correspondaient à Andrea. Eric est venu lui rendre visite pour une raison, mais dans un but d'intimité, mais Alberta lui-même n'était pas avec lui dans l'appartement de la jeune fille et ne pouvait pas dire ce qui s'y passait. Quand Eric est revenu, il s'est comporté étrangement, il était nerveux, a dit que quelque chose n'allait pas et il l'a frappé, et lui a également demandé de partir le plus vite possible. Il avait les mains enroulées dans des sacs en plastique qu'il a ensuite jetés à la poubelle. Et autour de son cou se trouvait une couverture rouge, qu'il força ensuite Albert à porter. La description de la couverture correspondait à celle de la jeune fille assassinée. Alberta, avec son témoignage, a directement fait allusion à l'implication d'Eric dans le meurtre de la jeune fille et l'incendie criminel de la maison. 5 jours après le meurtre, la police a rencontré une nouvelle personne d'intérêt nommée Eric Marquet, également âgé de 22 ans et étudiant en 5e année de médecine à l'université. Eric n'avait également aucun problème avec la justice et était considéré comme un type bien. Son propre ami, Alberta, a dirigé les enquêteurs vers son domicile, situé à seulement 5 minutes à pied de la scène du crime. Il n'a cependant pas été possible d'obtenir ses aveux. Eric a affirmé qu'il avait bu de l'alcool tout le week-end et qu'il n'avait pratiquement pas quitté la maison. Les enquêteurs étaient sûrs qu'il mentait, c'est pourquoi il a inventé une histoire aussi ridicule sur la consommation d'alcool. Les caméras de vidéosurveillance de la maison des gars ont permis de vérifier le témoignage d'Albert et Eric. Après avoir vérifié leur dossier, il s'est avéré que les paroles d'Albert ressemblaient davantage à la vérité. Les gars n'ont pas dormi de 3 heures du matin à 8 heures du matin, mais ont marché dans la rue et se sont levés plusieurs fois. L'Alberta portait juste un t-shirt noir et blanc et un jean foncé. La police a découvert qu'Alberta et Eric avaient quitté la maison depuis longtemps à 4 heures du matin. Il n'était pas difficile d'identifier Albert grâce à son tatouage visible sur son bras, mais le moment clé a été le moment du retour à l'appartement vers 7h11. Alberta est revenue avec son ami, avec une couverture rouge autour du cou ayant appartenu à Andrea Delvestco. Le trajet jusqu'à la maison d'Eric a duré environ 5 minutes, ce qui correspond à l'heure de l'incendie criminel. La vidéo a également capturé une voiture Nissan rouge qui correspondait exactement à la description de Sarah. Puis à 7h30, Alberta et Eric ont quitté la maison pour sortir les poubelles. Alberta était complètement torse nu, et Eric a changé de vêtements, et les caméras ont enregistré ce moment. Mais malgré toutes ces preuves, Eric a continué à affirmer qu'il ne se souvenait de rien. Peut-être qu'ils mangeaient ensemble ou allaient quelque part, et son ami Alberta est entré par effraction dans le dortoir et a volé une couverture, mais il ne s'en souvenait pas. Des mandats de perquisition ont été obtenus pour fouiller les appartements des deux garçons et Eric a été arrêté. Après examen, les nains d'Albert présentaient des écorchures et des égratignures qui apparaissent souvent lors d'un combat. Rien de tel n'a été trouvé sur le corps d'Eric, les enquêteurs ont donc supposé qu'il n'était pas impliqué dans la bagarre. Une Nissan rouge utilisée par les auteurs probables a également été retrouvée dans la pièce et remorquée. Dans la voiture, ils ont trouvé des taches de sang sur le volant, le tableau de bord et la porte conducteur. Il y avait beaucoup de déchets et une chaussette noire dedans. Dans le placard de l'appartement des gars, ils ont également trouvé un sac poubelle contenant les vêtements ensanglantés des gars, les sous-vêtements du défunt et des suspects, ainsi qu'une chaussette noire assortie à la chaussette de la voiture. Ici, ils ont trouvé un couteau ensanglanté et une couverture qui avait disparu de la chambre de la victime. Après tous les contrôles, la police a reçu suffisamment de preuves pour porter plainte. Le 28 septembre, les deux étudiants ont été officiellement inculpés de meurtre et de cambriolage. Albert a également été accusé d'incendie criminel. Le jeune homme risquait la peine de mort. Cependant, les détenus n'ont pas reconnu leur culpabilité et leurs familles ont exigé une enquête honnête et indépendante, car elles ne croyaient pas à la culpabilité des 3 enfants, mais toutes les preuves étaient contre eux. Il fallait maintenant déterminer laquelle des personnes arrêtées était responsable du meurtre. La police a réussi à parler à Joseph Garcia, qui a été retrouvé avec un ordinateur portable et des haut-parleurs. Il a dit que cette nuit-là,
il avait vu les garçons rentrer chez eux. Albert a partagé avec lui ce qui s'est réellement passé dans l'auberge. Albert fait irruption dans la chambre d'Andrea, qu'il apprécie beaucoup. Il l'avait déjà vu promener le chien, c'est pourquoi il l'a ciblé. Après avoir pénétré dans le dortoir, Albert a attrapé un couteau dans la cuisine des filles, a entraîné Andrea dans la pièce, a fermé la porte et l'a violée sous la menace d'un couteau. Elle criait désespérément et résistait, alors il dut la faire taire pour toujours. Il l'a tuée et a mis le feu pour brouiller les pistes. En même temps, Albert croyait avoir commis le crime parfait, car il avait détruit toutes les preuves et était fier de lui. Il a menacé Joseph parce qu'il était initialement silencieux. Les experts ont pu identifier des traces d'ADN. Toutes les taches de sang sur les vêtements et dans la voiture des agresseurs correspondaient aux échantillons d'ADN d'Andrea et des accusés. Plus tard, un autre témoin a été trouvé, le concierge Julio, qui nettoyait la rue près de l'auberge et a vu un gars avec un grand tatouage sur le bras et un t-shirt noir et blanc sortir la nuit d'une voiture rouge et se diriger vers le auberge où vivait Andrea. Il y avait un autre gars dans la voiture, assis sur le siège passager avant. Les deux gars avaient l'air ivres, ils s'amusaient, riaient. Le gars avec le tatouage avait l'air agressif, il a commencé à demander l'aide de Julio pour entrer dans le bâtiment. Mais il a refusé d'y participer et est parti. Julio a vu Albert monter les escaliers jusqu'à la maison, mais il pensait que le gars vivait ici mais ne pouvait pas y arriver parce qu'il était tard, donc il n'y a pas beaucoup réfléchi. Les enquêteurs ont conclu qu'Albert était entré dans le bâtiment alors qu'Eric était dans la voiture. Le sang qui était dans la voiture du côté conducteur l'indiquait également. Les proches du défunt ont été choqués que la police, appelée par Sarah, ait été si négligente dans son travail. Les patrouilleurs n'ont même pas frappé dans la chambre de la jeune fille, même s'il y avait probablement à ce moment-là un criminel dans la pièce qui la tuait. La jeune fille pourrait encore être sauvée. En réponse, le département de police de Los Angeles a déclaré que les agents avaient été suspendus et qu'une enquête interne avait été menée. La négligence dont ont fait preuve les policiers appelés par le voisin de la victime a été examinée par le tribunal. Cependant, les forces de l'ordre ont été acquittées, mais néanmoins licenciées. À l'automne 2016, Eric a été jugé pour complicité de meurtre, et Albert a été accusé de meurtre, de vol qualifié et d'incendie criminel. Tous deux ont également été accusés de cambriolage et de cruauté envers les animaux, le chien de la victime ayant été blessé dans l'incendie. En septembre 2017, la peine de mort était toujours envisagée pour Albert. Ses avocats ont insisté pour qu'un accord de plaidoyer soit conclu afin que l'étudiant reçoive une peine moins sévère et évite la peine capitale, mais il n'a pas accepté. L'affaire a été divisée en deux procès. À l'issue du procès, Eric n'a été condamné qu'à 2 ans et 8 mois après avoir plaidé coupable de complicité. Il a été prouvé qu'il n'avait pas lui-même participé au meurtre et à l'incendie criminel, mais qu'il était resté assis dans la voiture pendant tout ce temps. Le procès du principal accusé dans cette affaire, Albert, n'a débuté que le 15 mai 2018. Il a fait face à un jury pour 5 crimes différents. Les preuves contre lui étaient convaincantes et ne laissaient aucun doute sur sa culpabilité. Malgré cela, Albert n'a pas accepté un accord de plaidoyer avec l'accusation. Le 24 mai 2018, après une longue discussion, une décision a été prise. Albert a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'incendie criminel, de cruauté envers les animaux et de cambriolage. Le juge a décidé que le criminel ne serait pas exécuté, mais serait emprisonné à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Ensuite, le tribunal a ajouté 12 ans supplémentaires à cette durée pour d'autres articles. La famille du défunt était satisfaite du verdict, car le criminel ne sera jamais libéré et ne constituera pas un danger pour la société.